Human Rights Watch dénonce des exactions impunies commises par l'armée et l'ex-rébellion Renamo lors des combats au Mozambique. Campagne de vaccination contre le choléra en Zambie. Près de 3000 personnes ont été touchées et une soixantaine d'autres tuées par la maladie. Puis, entre chômage et faim, les habitants de Tebourba, une ville tunisienne, dénoncent l'indifférence et la défaillance du gouvernement. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Human Rights Watch a dénoncé de multiples exactions restées impunies au Mozambique. Ces forfaits auraient été commis par l'armée et l'ancienne rébellion de la Renamo avant le cessez-le-feu qui a mis fin à leur combat fin 2016. Voici le reportage. L'ONG Human Rights Watch a, dans un document de 65 pages, établi une longue liste d'abus recensés dans le centre du pays entre 2015 et 2016. Elle attribue ces abus que sont les disparitions, les tortures, les détentions arbitraires aux forces gouvernementales et aux rebelles, les assassinats et les pillages. Human Rights Watch a également relevé que ces abus avaient cessé depuis le cessez-le-feu. Et selon un responsable de l'ONG, plus d'un an après l'instauration d'un cessez-le-feu, le gouvernement mozambicain n'a interpellé aucun membre de ses forces ou de la rébellion pour ces crimes. Pour lui, le gouvernement doit enquêter sur ces abus des deux camps et poursuivre leurs auteurs. Sollicité par l'ONG, le cabinet du président Filipe Nyusi a catégoriquement rejeté toutes ces accusations. De son côté, la Renamo a qualifié les soupçons d'assassinat politique de propagande émanant du parti au pouvoir, le Frelimo. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a rencontré le président sud-africain Jacob Zuma. C'était au cours d'une visite de courtoisie à Durban. Suivons les deux chefs d'État pour plus de précisions sur les sujets abordés et ayant fait l'objet de leurs échanges. La question d'une nouvelle forme d'esclavage en Libye a été discutée. C'est un problème que l'Afrique ne peut pas laisser se reproduire une nouvelle fois. C'est un problème auquel nous devons donner une attention particulière. Nous avons discuté d'un grand nombre de sujets dont la plupart sont la manière dont nous pouvons renforcer et approfondir la relation entre nos deux pays. Comment nous pouvons travailler ensemble pour la prospérité mutuelle de nos peuples, augmenter les échanges entre nos pays et comment nous pouvons améliorer la connectivité sur notre continent, car c'est un point critique au développement industriel qui nous permettra de créer les emplois que nos jeunes gens requièrent. Nous sommes très intéressés de voir comment les partis politiques du continent africain peuvent aussi commencer à travailler ensemble grâce à des partenariats, parce que ce sont ces partis qui nous aident finalement à créer la connexion de peuple entre peuples. En Zambie, le choléra s'est propagé dans la capitale Lusaka avec près de 3000 personnes touchées et une soixantaine de morts. Et pour faire face à la situation, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination massive. Voici les images. La Zambie va pouvoir vacciner 1 million de personnes à Lusaka, la capitale sévèrement frappée par une épidémie de choléra depuis octobre dernier. Et ce, grâce à l'aide de l'Organisation mondiale de la santé. En effet, pour éviter une propagation de la maladie à Lusaka, l'OMS a acheminé d'importantes doses de vaccins dans le pays. Elle a également formé le personnel médical sur la manière d'administrer le vaccin, ainsi que sur d'autres mesures préventives de la maladie. Je suis heureuse que mes enfants soient saufs. Je suis content d'avoir pris les médicaments pour ne pas être affecté par le choléra. Je pense que cela va aider beaucoup de gens parce que, comme vous pouvez le constater, un grand nombre de gens sont venus se faire vacciner pour prévenir le choléra parce que c'est une maladie très mortelle. Sur 2672 cas sur l'ensemble de la Zambie, 2758 cas ont été dépistés à Lusaka.
Au Mali, les forces de l'ordre ont fait usage de violence et de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants. C'était à l'occasion d'une marche organisée par la plateforme d'organisation de la société civile dénommée On a tout compris. Ces manifestants qui avaient prévu de marcher sur l'ambassade de France à Bamako dénoncent une position ambiguë de la France dans le dossier Kidal, 5 ans après l'intervention de la force Serval dans le nord du pays. Organisée par le mouvement On a tout compris, la marche sur l'ambassade de la France à Bamako a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, comme vous l'assistez, nous avons vu que nos autorités maliennes, qui ne peuvent pas se tenir debout devant ces Français-là, ont vu une jeunesse qui s'est dressée de toute sa taille contre l'impérialisme. De ces gens devant qui elle se courbe au plus bas niveau qu'un esclave pharaon, un esclave égyptien ne le fait devant le pharaon pour dire non et de crier son ras-le-bol. Et voilà, les autorités ont jugé nécessaire de nous gazifier. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes. Nous disons alhamdoulilah, Dieu merci, puisque quiconque connaît l'histoire du Mali, cela fait 5 ans de cela, ce sont des balles qui pleuvent, des balles de la France, des balles des ennemis de l'extérieur qui pleuvent sur nos soldats, des victimes civiles et militaires. Et donc si ce sont quelques coups de gaz lacrymogène ou bien des coups de matraque des militaires, nous disons alhamdoulilah, Dieu merci, que cela en soit sur toute l'étendue du territoire pour que la guerre puisse en finir. Composé de plusieurs associations de la société civile, le mouvement On a tout compris dénonce une position ambiguë de la France dans le dossier Kidal, 5 ans après l'intervention de la force française Serval dans le nord du pays. Nous avons compris que tout le matériel que la France est en train de transporter sur le nord du Mali, ce n'est pas un matériel de guerre, c'est un matériel de vol. Et ça, nous avons compris que nos autorités n'ont plus la bouche, n'ont plus les yeux pour voir ça. Mais nous, le peuple souverain, nous avons vu ça et on va continuer à dénoncer. On va continuer à dénoncer et à aller plus loin pour montrer à l'Afrique que le mal de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. C'est le 10 janvier 2013 que la France est intervenue au Mali pour stopper l'avancée des forces djihadistes qui occupaient les 2/3 du territoire malien. D'où la symbolique de la marche de ce jour. La France était venue le 10 janvier 2013, c'est pour libérer les régions du Nord. Mais malheureusement, ils sont venus, ils ont libéré Konna, ils ont libéré Gao, Tombouctou, Djabali. Mais pourquoi ils n'ont pas libéré Kidal? Parce qu'ils ont leur agenda propre à eux, que nous, Maliens, on ne le sait pas. Ce n'est pas la première fois que la jeunesse malienne dénonce une complicité de la France avec les groupes armés dans le nord du pays. Mais la manifestation de ce 10 janvier a été violemment réprimée, engendrant l'arrestation de certains manifestants et l'agression de certains journalistes par les forces de l'ordre. Et parlant justement de cette marche de protestation à Bamako, Sika TV exprime sa vive indignation après que sa correspondante au Mali a été prise pour cible dans l'exercice de son métier par des éléments de la police. Alima Bentouri, correspondante de Sika TV au Mali, a été violentée le 10 janvier 2018 par 3 policiers alors qu'elle assurait la couverture médiatique de la marche de protestation contre la présence de la force Barkhane au Mali. Bien qu'elle se soit faite clairement identifiée comme journaliste, les policiers l'ont rouée de coups, notamment au visage. Lors de la violence exercée sur elle, son matériel de reportage a été endommagé. Sika TV exprime sa vive inquiétude et condamne ces faits qui portent atteinte à la liberté de presse. Elle demande aux autorités maliennes de faire toute la lumière sur cette brutalité policière et de prendre toutes les mesures pour que ce énième incident déplorable à l'endroit de la presse ne se reproduise plus. Ce journal se poursuit en Tunisie. La ville Tebourba a été secouée par 3 nuits de heurts entre des protestataires et forces de sécurité. Les habitants de la ville déplorent les infrastructures défaillantes et les perspectives d'emplois rares. Les images. Les habitants de Tebourba dénoncent l'inaction des autorités dans leur ville. Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Il s'agit entre autres de la quasi-inexistence d'emplois et d'infrastructures.
Tout d'abord, nous demandons qu'un responsable ministériel vienne nous voir et discuter. Deuxièmement, que le Premier ministre Youssef Chahid ait l'humilité de venir nous écouter et calmer les esprits. Nous demandons un programme de développement, une zone industrielle, un train. Ils n'ont rien fait de tout ça. Pourquoi avons-nous fait la révolution? Pour le travail, la liberté et la dignité. On a eu la liberté, c'est vrai, mais nous sommes affamés. Tébourba a été le théâtre de violentes manifestations 3 nuits d'affilée qui ont fait un mort. La grogne sociale perdure depuis plusieurs années en Tunisie. Les mesures d'austérité prévues dans le budget 2018 et les prix sans cesse grimpants ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Direction l'Afrique du Sud, le cap a commencé jeudi à Forêt dans un aquifère majeur sous la ville pour repousser l'échéance du jour où il n'aura plus d'eau. D'autant que cette ville est en proie à la sécheresse et aux pénuries d'eau. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Patricia de Lille, maire du Cap. Nous devons nous assurer que nous pouvons éviter le jour zéro. Le jour zéro devrait être le 22 avril. Donc, quoi que nous fassions pour avoir de l'eau supplémentaire, ça doit être fait avant cette date. C'est en train de devenir très critique maintenant. Cela devient une situation de crise pour nous maintenant. Et avec de telles journées chaudes, nous perdons 1% de nos barrages, 1,5% chaque semaine. Pour la première fois, nos barrages sont inférieurs à 30%. Et je suis vraiment inquiète. Pendant que nous travaillons aussi dur que possible pour apporter de l'eau supplémentaire à bord, les habitants du Cap doivent nous aider à économiser l'eau. Le 8 avril a été retenu pour les élections législatives en Hongrie. L'annonce a été faite par le chef de l'État. Voici les détails. Cette annonce vient confirmer le calendrier électoral anticipé par les observateurs en Hongrie. Depuis plusieurs mois déjà, le parti Fidesz, dirigé par Viktor Orban, fait la course en tête des sondages pour les élections législatives. Le principal enjeu devrait être l'ampleur de la majorité décrochée par cette formation de droite populiste et nationaliste. Au pouvoir depuis 2010, Orban jouit d'une solide popularité en Hongrie, alors qu'il est régulièrement épinglé par ses détracteurs pour cette tendance autoritaire et sa mainmise sur les principales institutions et médias du pays. Les forces libérales et de gauche sont divisées et minées par des querelles de personnes, alors que de nouvelles règles électorales introduites en 2012 desservent les petits partis s'ils sont incapables de former des alliances. Le parti de Viktor Orban, qui a perdu la majorité lors d'une élection partielle en 2015, espère la reconquérir au printemps. Ces participants créditent le Premier ministre d'avoir réformé la Hongrie après des décennies de stagnation, en particulier durant les années du régime communiste. L'économie du pays est actuellement portée par une croissance dynamique. Voilà, c'est sur cette note politique que s'achève cette édition. Merci, là. Suivez très bonne suite au programme sur SICA. À très bientôt.